Bonsoir à tous. Je suis Emile Fomitio. Je suis le président de la Limara, parti politique camerounais Limara, entendez Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Je dirige également la Ligue associative africaine. Nous continuons avec notre ouvrage Le mouvement nationaliste au Cameroun. C'est un ouvrage rédigé par Richard Joseph. Il a rédigé un excellent ouvrage sur le mouvement nationaliste au Cameroun et plus précisément sur les origines de l'Union des populations du Cameroun. Et dans cet ouvrage, on a vu le chapitre 1, on a vu le chapitre 2 et on voit aujourd'hui le chapitre 3. Nous vous rappelons, allez dans nos plateformes. Notre chaîne YouTube est Ligue associative africaine. Notre page Facebook Ligue associative africaine et mon compte TikTok personnel est Yemele Fomitio. Mais nous avons également notre compte Ligue associative africaine à TikTok. Et nous avons également notre site web. Le site web c'est ligea.org. Ou bien vous allez tout simplement à Google, vous écrivez Ligue associative africaine. Donc, on arrive donc au chapitre 3 de cet ouvrage de Richard Joseph, à la recherche d'une organisation politique. Nous avons vu au chapitre 2 la grève générale de 1945 et le sort que les Camerounais ont subi. À un certain moment, au Cameroun, il y a un malaise. Les Camerounais ont fait des pétitions, rédigé des lettres pour demander leur indépendance. Ils ont tout fait. Maintenant, il y a un malaise. Les Camerounais commencent à ressentir le besoin d'une organisation politique capable de fédérer leurs aspirations, capable de défendre leurs intérêts. Donc, et cette organisation va se mettre sur pied progressivement. Et cette organisation, ça va finalement être l'Union des populations du Cameroun. Mais cette Union des populations du Cameroun va passer par plusieurs étapes. Rappelons-nous que la France avait créé la jeunesse camerounaise française, la GECAFRA, pour empêcher le retour des Allemands au Cameroun. On a vu dans les chapitres précédents les différentes intentions qui étaient dans cette GECAFRA. Et au fur et à mesure que la guerre s'achevait et que les Camerounais étaient sûrs, du moins, et qu'il y avait la certitude que l'Allemagne allait perdre la guerre, les Camerounais, la GECAFRA, cessait de se contenter à la lutte pour le retour des Allemands au Cameroun. Donc, ils s'intéressaient désormais aux problèmes du pays. Ils ont envoyé plusieurs pétitions à la France pour pouvoir faire des revendications. Et Richard Joseph parlait de la pétition de 1944. Cette pétition a envoyé à la France, bien sûr. Il faut préciser le contexte. Quel que soit les génies d'un Camerounais, il était toujours sous les ordres d'un maître blanc. Les Camerounais n'avaient pas le droit d'occuper les postes de direction. Alors la pétition de la GECAFRA demande à la France d'autoriser les Camerounais à occuper les postes de la GECAFRA dans tous les corps de métier, dans la police, dans les chemins de fer. Cette pétition demande également à la France la création des institutions d'éducation supérieure et les bourses d'études pour l'éducation supérieure en France. Donc, la GECAFRA revendique également la fin des travaux forcés. On sait que la France, on a vu comment la France pratique les travaux forcés au Cameroun et que ces travaux forcés avaient poussé beaucoup de Camerounais à migrer vers de Camerounais de la zone francophone à migrer vers la zone anglophone. Donc, la pétition demandait également à la France l'établissement d'un code de travail, la hausse des salaires. Et la pétition revendique également la restructuration de l'économie coloniale qui était désavantageuse pour les Camerounais. On a vu que cette économie était contrôlée par les Blancs et que les Camerounais représentaient à peine 2,2% des exportations. Donc, les Camerounais commencent à demander qu'on restructure l'économie et qu'on donne les mêmes chances de réussite économique en même temps aux colons français, aux Blancs, en même temps aux Camerounais, aux Noirs camerounais. La pétition demande que les activités économiques des Camerounais soient plus subordonnées à ceux des Blancs, à ceux des colons blancs. Et qu'elle demande également de mettre sur pied des principes de l'industrie et d'introduire les méthodes industrielles dans la production du sucre, du riz, du tabac et des conserves dans l'élevage et la pêche. Donc, vous voyez, cette pétition-là, GECAFRA demande déjà à la France, en quelque sorte, demande à la France une fois de plus que la France doit s'apprêter à partir et que la France doit penser à industrialiser le pays, à développer le pays. Ils savent le poids de l'industrialisation. Or, la France n'est pas en train d'industrialiser le Cameroun. C'est pour cela que cette pétition est particulièrement virulente. Donc, Richard Joseph continue avec les changements politiques de l'après-guerre. Donc, il précise qu'après la guerre,
une nouvelle constitution française de 1946 est établie et considère le Cameroun et le Togo comme des territoires associés à l'Union française. Et cette constitution ne définit pas leur rôle, ne définit pas leur statut. Il considère seulement que ce sont des territoires associés à l'Union française, puisque la constitution fait venir l'Union française. L'Union française, c'est une manière de la France, pour la France, de dire qu'elle ne va pas se libérer, qu'elle ne va pas libérer ses colonies. Elle sent que la lutte pour la libération, la lutte pour l'indépendance sera âpre. Alors, pour éviter cela, elle estime que désormais, elle est dans un même grand, vaste pays avec la France, qu'elle unit la France et ses colonies, qu'elle a appelé l'Union française. Mais ce projet va lamentablement échouer parce que les Africains ne vont pas laisser ce projet prospérer. Les Africains ne vont pas se laisser faire. On verra plus tard. Restez scotchés dans nos comptes et vous allez voir les combats des Africains pour pouvoir empêcher cette vision destructrice de la France. Parce que dans cette vision de la France, l'Afrique n'était qu'une périphérie qui était bon qu'à produire des ressources pour pouvoir enrichir la France, qui était la métropole. Les Africains vont refuser ce rôle que la France, que l'Union française devait les accorder. Donc, Richard Joseph ne précise pas les statuts du Cameroun et du Togo. Mais le Cameroun et le Togo sont administrés comme des parties intégrantes de toutes les colonies de l'Union française. Donc, la France écarte toute possibilité d'autonomie, toute idée d'autonomie et toute possibilité d'évolution hors du bloc de l'Empire français. Pour lui, pour la France, pour elle, pas question d'évoluer hors de son empire, pas question d'évoluer hors du giron français. Donc, autrement dit, la France refuse toute idée d'indépendance. La France refuse l'indépendance du 27 août de 1940 que Leclerc avait donné au Cameroun et que De Gaulle refuse. Donc, la Constitution française de 1946 crée les assemblées représentatives dans les colonies. Et dans cette logique, l'ARCAM va être créé, l'ARCAM va être Assemblée représentative du Cameroun. Mais ces assemblées représentatives n'ont qu'un rôle consultatif. Ils n'ont pas le pouvoir de décision. On les consulte juste pour la prise de décision. Et quand on les consulte, on peut prendre en compte leur point de vue ou pas. Et des élections se déroulent au Cameroun et pour cette assemblée représentative. Les colons français qui sont à l'époque 4000 citoyens, ont 16 représentants et plus de 3 millions de Camerounais ont 24 représentants. Et sur les 24 représentants africains, 6 sont nommés par le haut-commissaire français. Autrement dit, si on prend les 16 représentants français, on met les 6 Camerounais et les 6 sont choisis pour leur totale dévotion à la France. Donc, c'est en quelque sorte des traîtres qu'on choisit pour nommer à cette assemblée. Or, ça veut dire que dans cette assemblée, qui est d'abord consultative, la France a d'abord 16 personnes qui sont français et qui sont des blancs, et 6 encore Camerounais qu'elle contrôle, qu'elle nomme. Cela veut dire elle a 24 et finalement les Noirs, 3 millions, donc 16 représentants dans cette assemblée représentative de la France. Donc, le deuxième changement, à part les assemblées représentatives, le deuxième changement, c'est l'accord de tutelle. L'ONU signe l'accord de tutelle. L'ONU, qui a été créée après la guerre, signe l'accord de tutelle. D'abord, la France hésite d'abord à accepter cette tutelle, mais comme la guerre froide est en train de s'annoncer, les États-Unis, le chef du bloc capitaliste, ne peut pas tolérer que une certaine marge d'autonomie, une certaine liberté du côté de la France. D'autant plus que les pays communistes sont en train de dénoncer le fait que la France est en train de vouloir transformer les anciennes colonies allemandes en ses colonies. Donc, les États-Unis font la pression sur la France et la France finalement accepte l'accord de tutelle. Le Cameroun devient donc un territoire sous tutelle de l'ONU. Richard Joseph continue avec la collaboration, l'opposition et la collaboration chez les Camerounais modérés. Donc, Richard Joseph précise que dès que les Douala vont apprendre que le gouvernement français a décidé de créer des assemblées législatives dans les colonies, ils vont créer le Ngondo. Le Ngondo qui réunit les chefs Douala, c'est une réunion des chefs Douala. Et ce Ngondo avait pour objectif de s'opposer à la tentative française d'assimiler le Cameroun à une de ses colonies. Donc,
Voilà le rôle du Ngondo. C'est pourquoi, quand l'Union des populations va être créée, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, va être créée, le Ngondo sera une branche de cette UPC. Vous voyez que dès l'objectif du Ngondo est indépendantiste. Le Ngondo vise l'indépendance. Donc, le Ngondo ne veut pas qu'on assimile le Cameroun à la colonie française. Donc, les chefs Douala, à travers le Ngondo, vont rédiger un mémorandum très dur et direct demandant aux Français de laisser le Cameroun libre. Donc, voilà les objectifs du Ngondo: la liberté du Cameroun, l'indépendance du Cameroun. C'est pourquoi, dès que l'UPC va être créé, le Ngondo va suivre naturellement l'UPC qui revendique, qui a officiellement, ouvertement décidé de lutter pour cette indépendance. Donc, et vu l'influence des Douala au Cameroun, on a vu d'ici que le groupe qui porte le plus la contestation, le groupe qui porte le plus la résistance jusqu'ici, ce sont les Douala. Il y a beaucoup d'autres peuples, il y a d'autres peuples, on ne sous-estime pas pour d'autres peuples. Il y a les Bassa, il y a les Bassa, il y a les Baya qu'on a étudiés tout à l'heure, on a vu les Bafia et autres. Mais ceux qui portent le plus la contestation sont les Douala. Et c'est pour contenter les Douala que la France choisit un Douala, et il ne choisit pas n'importe qui, il choisit Alexandre Ndoubé Douala Mangabel. Alexandre Ndoubé Douala Mangabel est le chef supérieur du clan Bel et héritier de Rodolphe Douala Mangabel. On a parlé de Rodolphe Douala Mangabel. Rodolphe Douala Mangabel est celui qui avait tenté d'organiser les Camerounais, d'organiser les chefferies du Cameroun, les Camerounais, pour chasser les Allemands du Cameroun. Et il a été pendu le 8 août 1914. Alors, seulement l'évocation de son nom au Cameroun faisait tomber les résistances. Donc, c'est son fils et héritier du clan des Bels que la France choisit pour être candidat à l'Assemblée. Donc, avec cette candidature, précise Richard Joseph, avec cette candidature, les Douala laissaient leur ton dur et se modérèrent, parce qu'on a choisi l'un de leurs pour diriger cette assemblée. Mais avec le temps, malheureusement, Alexandre Ndoubé Douala Mangabel sera le contraire de son père. Il va trahir les Camerounais. Ce sera l'un des plus grands traîtres du Cameroun. Et on va voir plus tard, quand on va parler de lui, dans d'autres leçons, dans d'autres chapitres. Donc, suivez les autres chapitres, on parlera de lui. Donc, Richard Joseph précisait qu'avec le choix d'Alexandre Ndoubé Douala Mangabel, les Douala laissaient leur ton dur et devenaient modérés. Donc, les Camerounais voyaient en Alexandre Douala Mangabel celui qui devait poursuivre le combat mené par son père Rodolphe Douala Mangabel. Donc, il y avait beaucoup d'espoir placé en lui. Mais Richard Joseph précise d'ailleurs que ces espoirs vont s'évanouir quand, après les élections, il va s'allier à Louis-Paul Ojoula. Il va occuper le poste de délégué du gouvernement français à l'ONU. Donc, en 1946, Alexandre Douala Mangabel va rassurer les délégations des Nations Unies que l'accord de tutelle français a été exposé au Cameroun et que les Camerounais ont donné leur accord. Pourtant, rien n'a été fait dans ce sens au Cameroun. Donc, voilà quelqu'un en qui les Camerounais avaient placé leur espoir, qui se révèle être l'un des plus grands traîtres de l'histoire du pays. Donc, Richard Joseph poursuit qu'un congrès, et cette partie est très importante pour voir, parce qu'on est en train d'arriver vers l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il précise qu'un congrès de la GECAFRA se tient en septembre 1945, juste après les émeutes de septembre. Nous avons parlé de ces émeutes. Nous avons vu que les colons français, à travers l'association LASCOCAM, voulaient créer un système d'apartheid au Cameroun. Ils voulaient chasser l'administration coloniale française et proclamer l'indépendance qu'ils devaient contrôler et devaient faire une division des races. La race noire devait avoir son côté, eux devaient avoir le pouvoir. La race blanche devait écraser la race noire comme en Afrique du Sud. C'était leur intention. Et que lors de cette grève de 1945, ils ont pris des armes au commissaire Nicolas, le commissaire Nicolas qui était comme le gouverneur, et se sont mis à tirer les Camerounais qui manifestaient pour l'augmentation de leur salaire, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils vont même prendre l'avion pour mitrailler les Camerounais. Ils vont aligner les chefs
de l'USC, Union des syndicats confédérés du Cameroun, qui avait organisé la grève, et vont vouloir les fusiller avant de renoncer à la dernière minute. Il s'agit des Moumé Essia. Alors, tout ceci faisait que les Camerounais, après ces émeutes, quand les colons blancs avaient des armes à feu, les Camerounais ont été obligés d'arrêter la grève parce qu'ils n'avaient pas d'armes à feu aussi pour se défendre. Ils ont été obligés d'arrêter la grève. Et cela n'a pas laissé la conscience des Camerounais indifférente. Les Camerounais ont compris que désormais, il leur faut une organisation. Il faut une organisation capable de revendiquer leurs intérêts, de défendre leurs droits. Et en 1945, donc, après cette grève, la JECAFRA, la jeunesse camerounaise française, rappelons-nous que la France avait créé cela pour contester le retour des Allemands au Cameroun, pour empêcher le retour des Allemands au Cameroun. La JECAFRA va tenir une réunion donc en septembre 1945. Et au cours de ce congrès, ils vont changer le nom de la JECAFRA. La JECAFRA va devenir UNICAFRA, Union camerounaise française. Et ce congrès révèle une grande maturité politique des Camerounais. Au cours de ce congrès, ceux-ci revendiquent l'africanisation de l'administration, l'exclusion des commerçants blancs des marchés ruraux, la suppression de l'indigénat, le transfert de la justice aux magistrats et non plus à l'administration coloniale, la création d'une assemblée territoriale avec un pouvoir législatif et des conseillers régionaux élus. On se rend compte que l'ARCAM, on a bien compris que l'ARCAM, qui va être créé en 1946, va être juste consultatif. Déjà en 1945, avant même que l'ARCAM ne soit créé, les Camerounais, à travers la JECAFRA, demandaient déjà à la France de créer une assemblée législative. Cette fois-ci, qui ne sera pas seulement consultative, mais qui aura pouvoir de décision. Donc, en quelque sorte, la JECAFRA demandait déjà à la France, comme depuis de longue durée comme les autres, de penser à libérer le Cameroun, de céder l'indépendance du Cameroun. Cette indépendance a franchi des étapes. Et les Camerounais l'ont toujours réclamé. Les Camerounais l'ont toujours revendiqué avec la plus belle des manières. Donc, on continue avec Richard Joseph. Donc, la création d'une assemblée territoriale avec un pouvoir législatif et de conseillers régionaux élus. Toutes ces revendications témoignent de la volonté d'acquérir leur indépendance et s'auto-administrer, ce que l'administration coloniale ne pouvait tolérer. Sa méfiance envers la JECAFRA s'accentua, mais en même temps, le fossé ne cessait de se creuser entre les nationalistes modérés et les syndicalistes. En fin 1945 et début 1946, le MDC, Mouvement démocratique du Cameroun, fut créé par les syndicalistes et dirigé par Moumé Essia. Donc, les syndicalistes ont créé un mouvement MDC. Il faut encore bien comprendre ce mouvement parce que ce mouvement sera aussi dans le siège de l'UPC. Donc, le MDC, par les syndicalistes, est dirigé par Moumé Essia. Ce mouvement fut de courte durée. Le congrès de l'UNICAFRA du 30 mars au 6 avril 1947 est décisif. Il faut bien comprendre ce congrès. Parce que c'est ce congrès de l'UNICAFRA qui pose les bases du RACAM et plus tard de l'UPC. Rappelez-vous de l'historique de l'UPC. On est en train d'étudier la JECAFRA. On est en train de voir comment la JECAFRA a fait des revendications pour la liberté du Cameroun et que la France a commencé à contester, à les combattre. On va voir comment les Camerounais ont décidé de changer la JECAFRA en UNICAFRA. La JECAFRA devrait puissamment être un mouvement de jeunesse, mais un mouvement d'union nationale, un mouvement qui allait unir tous les Camerounais. Donc, on était sur le congrès de l'UNICAFRA du 30 mars au 6 avril 1947. Donc, prennent part à ce congrès les intellectuels modérés et révolutionnaires, les chefs traditionnels, les notables et les hommes d'affaires africains, donc camerounais. Vous voyez, ce n'est depuis les Camerounais se sont toujours serrés les coudes pour travailler ensemble. Ils ont toujours travaillé ensemble. Vous voyez l'UNICAFRA, qui réunit chefs traditionnels, hommes politiques, commerçants et autres. C'est une grande... Depuis l'accession, depuis l'indépendance, ces genres d'initiatives ont été rarement trouvées au Cameroun. Donc, on continue
avec Richard Joseph, la majorité des délégués au Congrès essayent de faire adopter par le Congrès des mesures politiques extrêmes consistant en une révolte générale contre la domination française. À l'UNI CAFRA, déjà, on est en train de penser à faire une révolte générale contre la France pour revendiquer l'indépendance. On est en 1947. Donc, et ne pouvant supporter ces mesures qui sont partagées par la grande partie des congressistes, quelques leaders modérés quittent le Congrès. Donc, au cours de ce Congrès, l'UNI CAFRA devient le RACAM. RACAM, c'est Rassemblement Camerounais. Donc, une chose est capitale dans ces changements. Il n'y a plus le terme français. Les Camerounais ne veulent plus s'identifier à la France. Ils veulent s'identifier désormais à eux-mêmes. C'est nous. Il n'y a plus pas question qu'on mette encore français dans notre organisation, dans une organisation qui nous réunit. Donc, l'UNI CAFRA va désormais être le RACAM, Rassemblement Camerounais. Donc, et bien évidemment, et la charte, il faut bien comprendre, la charte de ce mouvement faisait de lui un État dans un État. Il dispose d'un organisme et d'une assemblée faisant office de gouvernement provisoire et d'une assemblée constitutionnelle. En 1947, puisque depuis on revendique l'indépendance et la France refuse, désormais les Camerounais créent le RACAM qui fonctionne comme un État avec un gouvernement et une assemblée. Donc c'est en quelque sorte un État dans la colonie. Bien évidemment, la France ne va pas tolérer cette zèle extrême, cette volonté des Camerounais de revendiquer leur indépendance. La France va combattre le RACAM. La France va faire tomber le RACAM. Donc, et la France va commencer à persécuter les membres du RACAM. Et les membres du RACAM étaient très en avance sur leur temps. Avec cette lutte contre le RACAM, avec cette lutte menée contre le RACAM va finalement tomber. Et maintenant, on arrive à la formation de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Nous avons compris l'évolution. L'Union des populations du Cameroun n'est pas sortie du sol comme des champignons. L'UPC n'a pas apparu sur la scène politique. L'UPC a suivi des étapes de revendication, de longues étapes de revendication pacifique. Ce sont toutes ces étapes qui aboutissent à la création de l'UPC. Donc, Richard Joseph poursuit avec la formation de l'UPC. Il précise qu'avec la chute du RACAM, les syndicalistes et les intellectuels radicaux, ainsi qu'une partie des nationalistes modérés, sont convaincus que seule une organisation politique solide permettrait aux Camerounais de défendre avec vigueur leurs intérêts collectifs. Et le 10 avril 1948, dans un bar Bassa, quartier de Douala, donc le quartier c'est le quartier Bassa, c'est un quartier de Douala, un certain nombre de Camerounais se rassemblent pour créer l'Union des populations du Cameroun. C'est un parti politique. Les responsables de ce mouvement sont méconnus des Français, car ne faisant pas partie des principaux leaders nationalistes que le pays avait connus jusque-là. Après quelques mois d'hésitation et suite aux pressions du RDA, le RDA c'est le Rassemblement démocratique africain qui avait été créé par Houphouët-Boigny, dont la création a été facilitée par Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, et suite aux pressions du RDA, Rassemblement démocratique africain, et des parlementaires communistes en France, puisque les communistes estimaient que la France doit libérer ses colonies. En France, l'administration coloniale accuse réception le 9 juin 1948. Mais l'administration interrompait les réunions du parti où et quand elle jugeait bon. Saisissait ces documents et publications sur des accusations insignifiantes et persécutait ceux qui se déclaraient membres du parti ou favorables à son programme. Donc, le parti n'aura jamais l'approbation officielle. Donc, la France va tout simplement accuser réception. La France ne signera jamais son récépissé de légalisation. C'est un peu comme ce que l'administration a fait avec notre parti politique, la Limara. L'administration néocoloniale de Paul Biya a juste accusé réception de nos dossiers et a signé les réceptions des autres partis politiques, mais depuis refuse de signer pour nous. Notre gouvernement pro-français a hérité des méthodes de la France. Dès que la France et ceux que la France a installés au pouvoir en Afrique sentent un mouvement nationaliste naître, ils appliquent toujours les vieilles méthodes.
C'est pourquoi notre parti politique, la Limara, qui est la continuité de l'Union des populations du Cameroun, la France a décidé juste d'accuser réception, comme la France, le gouvernement de Paul Biya a décidé juste d'accuser réception, comme la France avait aussi accusé réception de l'Union des populations du Cameroun. Donc, Richard Joseph continue avec le portrait de Ruben Omyobe, puisque si on a vu jusqu'ici, on n'avait pas parlé de Ruben Omyobe, on a parlé des leaders, des grands leaders jusqu'à présent, on a parlé de Paul Soko Priso, on a parlé de Moumé Essia, les grands leaders nationalistes jusqu'ici, on a parlé de Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Nello de Foto, tous les grands nationalistes jusqu'ici. Et maintenant, une autre figure va émerger et va désormais cantonner tout le nationalisme camerounais. Il s'agit de Ruben Omyobe. Donc, Richard Joseph fait son portrait et Richard Joseph le décrit. Et Ruben Omyobe, qui est-il? Donc, c'est un homme modeste. Pendant les 10 dernières années de sa vie, entre 1948 et 1958, il travailla sans relâche pour l'indépendance du Cameroun. Il est souvent impossible de dissocier sa vie privée du combat public de son parti. Il naît dans une famille de paysans bassa et fréquente les écoles presbytériennes près de chez lui, jusqu'à ce qu'il réussisse l'importante école normale de Foulassi. Donc, l'école normale de Foulassi était l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. L'école normale de Foulassi dans l'Intem. Mais à l'école normale de Foulassi, il entre en confrontation avec ses maîtres américains et est exclu de l'école. Il continue seul son éducation et réussit l'examen d'entrée dans la catégorie inférieure du service public. C'était un homme déterminé et totalement dévoué à la cause du Cameroun. Il s'habillait très simplement. C'était un homme très courageux. Chaque fois qu'il sentait ses droits et ceux de son peuple menacés, il les défendait quel que soit le prix qu'il devait payer pour le faire. Donc, voilà la description que Richard Joseph fait de Ruben Omyobe. Donc, on va poursuivre le chapitre 3 de cet ouvrage s'achève. On va continuer donc avec le chapitre 4. Nous vous rappelons que c'est pour qu'on puisse continuer cette initiative qui consiste à faire connaître notre histoire. Vous devez, chers Camerounais, chers Africains, vous devez mettre vos moyens financiers. Tant que nos organisations vont dépendre de l'extérieur financièrement, tant que nos organisations n'auront pas le soutien financier des Africains, toutes nos organisations, on ne pourra jamais évoluer, on ne se développera jamais. Ce n'est plus une question de choix, c'est une question de nécessité. Donc, pour juger le nationalisme de quelqu'un, pour juger le combat de quelqu'un, la personne doit être capable de soutenir les organisations d'avant-garde de son peuple. Si vous voulez que le Cameroun change, si vous voulez que l'Afrique change, chacun doit choisir le mouvement progressiste de son choix et doit décider de mettre des moyens dans cette organisation pour que cette organisation se renforce, soit forte et soit capable de porter les changements du pays. Donc, la Limara vous attend. Chacun doit contribuer à la Limara, à la Ligue associative africaine. C'était un plaisir de vous faire part du chapitre 3 de cet ouvrage. On se retrouve tout à l'heure pour le chapitre 4. Portez-vous bien.